NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Au cœur de l'Himalaya indien, le Changabang et ses 6864 mètres brillent tel un diamant, une beauté qui ferait presque oublier son histoire tragique. En effet, en 1997, alors que plusieurs cordées tentent l'ascension par la face nord, un alpiniste est emporté par une avalanche. En 2006, la liste macabre s'allonge encore avec la disparition de 2 alpinistes mexicains. 12 ans plus tard, les membres du groupe militaire de haute montagne Léo Billon, Sébastien Rattel et Sébastien Moati s'attaquent au sommet par cette même face nord. Le trio fait le choix d'un style alpin, rapide et léger, sur un itinéraire exigeant un très haut niveau technique. Je suis le caporal Léo Billon du GMHM. Je suis entré au groupe militaire de haute montagne il y a 4 ans. J'ai commencé la montagne avec mes parents qui avaient une pratique personnelle de la montagne, dont mon père a été guide de haute montagne. J'ai été au groupe Excellence du CAF pour développer mes compétences en alpinisme. Je me suis dirigé vers le cursus de guide de haute montagne et à la suite de quoi j'ai rencontré des membres du groupe militaire de haute montagne. Et quand il y a eu un poste qui s'est ouvert, j'ai naturellement postulé. Le groupe, c'est une opportunité unique en France et dans le monde. On n'a plus besoin de travailler pour pouvoir pratiquer de l'alpinisme et pour pouvoir subsister, puisque notre travail devient de pratiquer de l'alpinisme pour nous. Six mois après mon entrée au groupe militaire de haute montagne, on cherchait un projet d'expédition. Nos critères de sélection, c'était de la technicité et introduire de l'altitude. Seb Rattel avait depuis un moment en tête le Changabang, donc cette superbe montagne. Et tout naturellement, dès qu'il l'a proposé, ça m'a tout de suite plu et tout de suite convaincu. Et c'est exactement ce que je cherchais en alpinisme, de la technicité sur une superbe montagne. Donc on va installer un camp de base qui a 4-5 jours de la première route. Et à partir de ce camp de base, on est allé au pied de la face, poser un camp de base avancé pour pouvoir repérer la face et pouvoir commencer à s'acclimater. C'était la première fois qu'on voyait en vrai la face nord du Changabang et c'était vraiment impressionnant. Sa réputation était pas galvaudée, on va dire. Quasiment toutes ces faces sont très raides et inaccessibles. C'est une montagne qui est recouverte de glace et de rochers, elle est magnifique. Sur la phase d'acclimatation, on a décidé de gravir un petit col qui était très enneigé et compliqué à atteindre. En plus, on ne s'est pas très bien acclimaté parce qu'il n'était pas à l'altitude souhaitée, il était à seulement 5008. On n'avait pas encore établi notre choix précis sur quelle face on voulait gravir, quelle ligne on voulait choisir. Donc on a passé 2 nuits à ce col, ça nous a permis d'avoir une bonne vue sur la face nord et en plus une vue sur la face ouest. Et du coup de pouvoir choisir notre ligne en ayant toutes les cartes en main. On a choisi la face nord parce que la face ouest a été plus difficile d'accès et beaucoup plus raide en fait, et beaucoup plus dure techniquement. À la suite de la période d'acclimatation, on est revenu se reposer au camp de base. Les après-midi, il neigeait.
il y avait de l'orage, il faisait mauvais la moitié de la journée, quoi. Notre routeur météo, au bout d'une semaine, nous a annoncé une potentielle fenêtre météo pour pouvoir tenter l'ascension. On a décidé de la saisir, donc on a commencé à monter dans le mauvais temps à notre camp de base avancé, où finalement on a encore patienté une journée parce qu'il avait beaucoup trop neigé, nos tentes étaient complètement recouvertes sous la neige, la face était balayée par des petites avalanches, il fallait attendre que les conditions se calment un peu sur la montagne. Et donc le créneau qui était déjà court, c'est d'autant plus réduit. On a pris le parti de partir sur une stratégie rapide et légère pour 2 bivouacs maximum sur la montagne. C'est assez naturel de se passer la main dans chaque passage qui convient le mieux à chaque membre de l'équipe. Donc Sébastien Moati qui commence sur les parties en glace vives et pas très raides nous amène au pied de la difficulté de la journée, où là je reprends la main. Confronté vraiment à un passage où les prises sont aléatoires, il y a peu de moyens de se protéger, les points de protection sont précaires et on ne sait jamais avec certitude si on va pouvoir passer ou non sur la suite. C'est un combat de tous les instants et vraiment de la concentration totale. Ouais, après c'est loin, hein. Bah, je peux pas protéger pendant 6 mètres, quoi. C'est dur. À la suite de ce passage, on se retrouve confronté à une grande pente de glace qui est peu dure techniquement, mais extrêmement physique. Dans toute la longueur, il n'y a pas un endroit pour se reposer, pas la moindre petite marche. Quelles sont nos chances de réussite? Là est la question. Un pourcentage, s'il vous plaît. Les bookmakers sont enflammés. Est-ce qu'on est à 1 sur 2 ou moins 1 sur 2? Ça continue à nous user petit à petit jusqu'à arriver à la zone de bivouac, la seule qu'on avait pu repérer au milieu de la face, un névé où on espérait pouvoir bivouaquer en tout cas, parce que c'est un névé à 45-50 degrés d'inclinaison qu'il va falloir tailler. Et là, moi, quand j'arrive sur cette pente de neige, je suis complètement fracassé de la longueur technique où j'ai vraiment puisé dans mes ressources et je mets la tête dans la neige et j'arrive à rien faire d'autre. Alors que les autres commencent à tenter de tailler une petite plateforme pour pouvoir installer notre tente. Ouais, il est 21h. On est en train de terrasser. Il faut s'imaginer que c'est une tente de 2 mètres de long et c'est 1,30 m de large. Il y en avait 20 où ils n'avaient pas réussi à tailler une plateforme suffisamment grande. Donc on s'entasse tous les 3 dedans, plus tous nos matériels, plus tous nos sacs. On est bien là, hein? On est pas mal. On est comme des sardines. Par contre, la vue est géniale. On essaye de boire un peu, de manger un peu. Et moi, j'arrive rien à avaler, rien à boire. Je suis vraiment au bout du rouleau, j'ai mal à la tête, je suis cuit complet. Je suis hyper frustré parce que dans ma tête, c'est quasi sûr et certain que le lendemain, on va devoir descendre en rappel parce que je serai trop mal. On décide de passer quand même la nuit sur cette petite plateforme. Et là, le lendemain matin, contre toute attente, finalement, je vais pas trop mal. Alors, je suis pas en grande forme, mais je me sens de continuer. Je laisse la main aux autres sur tout le début de la journée. Je grimpe en second derrière. Et étonnamment, au fil de la journée, ça va de mieux en mieux et je me sens de mieux en mieux. Jusqu'au moment où finalement je me sens de partir en tête et de prendre ma part du travail de la journée.
On est en fin de journée, il commence à neiger. On ne trouve toujours pas d'emplacement de bivouac. Il y a des petits spindrifts qui se mettent en place, des petites avalanches de neige. On est reconfronté à des passages rocheux compliqués à lire pour pouvoir passer, difficiles techniquement. Petit point de situation. On est en vue de l'arête. Et là, on galère quand même sur cette glace dure. On y laisse des forces. Tu le sens comment la suite? Voilà, on va aller dormir sur l'arête au moins. On va recommencer. On arrive à la nuit tombée pile sur l'arête sommitale. Il faut de nouveau creuser une petite plateforme pour pouvoir espérer installer notre tente. Et là, c'est vraiment plus une option. On est vraiment obligé de pouvoir installer la tente parce que il fait trop froid, il y a trop de vent, il neige, l'orage se rapproche et ça devient vraiment une nécessité. Quand on arrive dans la petite tente sur l'arête, on se fait de l'eau et une soupe. Je bois cette soupe et trop vite. Et là, 5 minutes plus tard, mon estomac il me dit non et je revomis tout derrière. Depuis 2 jours, je bois quasiment pas et je mange rien. Quelques M&M, c'est des Kinder Country. Et c'est les seules choses que j'arrive à avaler depuis 2 jours. Et un peu moins de 100 mètres sous le sommet. Et on se fait défroyer la gueule. Il est 5h, 5h30. On se prend des grosses spindrifts. Sacré temps sec quoi. Du coup, le 3e jour, quand on se réveille de cette nuit qui a été quand même mouvementée, on a fait déjà 2 grosses journées sur la montagne, un bivouac à 6006, et là on est tous les 3 bien entamés physiquement, et on voit le sommet qui est tout proche, à 200 mètres de dénivelé, mais c'est une longue arête peu technique, mais tout en traversée et où on va avoir du mal à se protéger, il va falloir évoluer en corde tendue. Et en fait, ça va se révéler aussi très physique parce que c'est seulement 15 cm de neige qui recouvre de la glace vive et très dure en dessous. Et là, ces 200 mètres, ils duraient une éternité. Et donc le sommet, plus on s'en rapproche sur l'arête, et plus on s'aperçoit en fait que ce qu'on imaginait être le sommet ne l'est pas réellement, et que le vrai sommet est 50 mètres derrière cette antécime. Donc on arrive à ce point, et le sommet qui est à un jet de pierre de nous est quand même trop loin pour nous dans notre état à ce moment-là. Et de toute façon, quand on se rejoint tous les 3 là, on n'a pas besoin de se parler et on sait pertinemment qu'on n'ira pas au sommet parce que par rapport à la météo qui se dégrade dans la journée, par rapport à notre état de fatigue, on est tous les 3 d'accord pour dire que on s'arrête là, quoi. Quand j'arrive enfin sur cette petite crête et que je rejoins les 2 sèmes, j'ai un regard pour le vrai sommet qui est juste là, à portée de main. Je sais très bien qu'on ne va pas y aller. Et du coup, c'est de la frustration. Je ressens vraiment de la frustration quand j'arrive sur cette crête et que j'ai rejoint. On est quand même content d'en être arrivé là. On échange 2-3 blagues, 2-3 mots. C'est un moment sympa, c'est un moment fort entre nous 3. Alors cette voie, Seb, Ça se termine, hein. Avec la moitié du chemin de fer. c'était temps, non? Ouais, un peu fatigué, n'est-ce pas? Mais bon, du coup, ça allait assez vite. Mais pas trop tard. Donc on va assurer la descente aujourd'hui. Super. Bonne descente alors. Merci. La descente va être encore quelque chose qui va nous demander vraiment beaucoup d'attention
et c'est pas gagné, on n'est pas rentré, quoi. Toute cette arête qu'on a montée en corde tendue, on va être obligé de la désescalader aussi de la même manière. On va pas pouvoir faire des rappels d'ancrage solide en ancrage solide pour être en sécurité. Donc ça nous prend vraiment beaucoup de temps de le faire correctement pour pas risquer de tomber comme les premiers ascensionnistes l'avaient fait. Ils étaient tombés en face sud et par chance ils s'étaient arrêtés sur une petite banquette neigeuse avant de basculer totalement dans le vide. On rejoint le point où là on va rebasculer dans la face nord et donc là où on va faire des rappels les uns après les autres. Donc au début les rappels se déroulent très bien, il fait beau, le mauvais temps commence à se mettre en place et dans le début du dernier tiers de la face il commence à neiger et très rapidement du fait de cette face très lisse et très raide, il y a des gros spindrifts qui se mettent à couler de toutes parts et qui nous coulent dessus. On descend à l'aveugle, on est dans le brouillard, on voit plus le pied de la face, on voit même plus celui qui descend en rappel. À ce moment-là, on coince une corde. Et il serait trop compliqué de remonter la décoincer dans cette situation. Donc on ampute 20 mètres sur notre corde de 60 mètres. On est complètement perdu dans cet océan de brouillard et de neige qui tombe de partout. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et par chance et par expérience de la cordée, on arrive à finalement rejoindre le glacier et l'équipe qui nous attend sur le plat du glacier et le camp de base avancé. En termes d'alpinisme, assez froidement, c'est un échec en fait notre ascension du fait qu'on ne soit pas allé au sommet. En fait, c'est assez peu discutable, c'est un fait. C'est un fait dans les règles induites de l'alpinisme. Et du coup, la frustration que j'avais sous le sommet, j'ai continué à traîner après. Mais c'est quand même une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir du coup sur mes motivations, sur ce que j'aimais en fait dans ma pratique et à relativiser certaines choses. Donc cette frustration, elle venait vraiment de ce que ça représentait socialement, la réussite ou l'échec, quelle reconnaissance ça engendrait ou que ça engendrait pas du coup. Et finalement, ça m'a fait relativiser cet aspect. Et en fait, ce que j'ai vécu au Shangabang, c'est l'aventure, c'est finalement ça ce qui me plaît le plus, et c'est ce qu'on a vécu là-bas dans notre cordée, la manière dont on a fonctionné tous les trois, c'était ça que je recherchais, c'est ça que je recherche en fait. Finalement, de ne pas avoir bouclé la boucle sur les critères de l'alpinisme, c'est une part indéniable de la satisfaction que je pourrais en tirer, mais ce n'est pas tout, c'est pas tout. Donc je suis hyper content de ce que j'ai vécu au Shangabang. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com.